planning, c'est de ma faute. Donc voilà, c'est moi qui ai fait une contrainte. Donc je vais essayer de faire vite déjà sur ma partie. Donc moi déjà pour me présenter, je travaille avec Jacques Sibuet qui est le RSSI Group d'Engie. Et plus particulièrement sur les sujets de politique de sécurité, enfin tous les sujets de gouvernance d'ailleurs, politique de sécurité, sensibilisation, etc. On travaille ensemble d'ailleurs avec des teams sur ces aspects-là. Et donc pour répondre effectivement à la question, chez Engie, alors déjà aujourd'hui il faut savoir que on a eu une forte consigne de notre DSI depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant sur Cloud First. Donc voilà, ça pose les bases. Évidemment, il y a eu un certain nombre de réticences au début. Je pense que les réticences, elles viennent principalement de l'IT et non pas des métiers. Les métiers étaient très friands, au contraire, qu'on commence à s'intéresser à ce sujet. Ils ne nous ont pas attendu d'ailleurs. On a aujourd'hui 24 business units chez Engie. Je pense que tout était déjà parti dans le cloud avant même qu'on commence à y réfléchir. Un peu de Shadow IT. Tout à fait. Donc c'était effectivement des choses qui existaient déjà dans le groupe et globalement l'idée c'est-à-dire comment nous après on va pouvoir rattraper ça, notamment sur les aspects sécurité évidemment parce qu'on se doute bien que Shadow IT est rarement compatible avec la sécurité, sauf pour quelques métiers qui sont un peu sensibilisés à la question. Et donc on a effectivement lancé des grands travaux sur la transformation de l'IT et notamment avec cette volonté de profiter au maximum des opportunités du cloud. Comme je le disais, les inquiétudes elles sont plutôt venues des gens de l'IT eux-mêmes en fait, qui ne serait-ce que bêtement se dire effectivement mon métier va disparaître puisque je ne vais plus opérer l'IT du groupe. Ça peut être il y a effectivement aussi au niveau de la sécurité, bien entendu, beaucoup de questions qui sont apparues sur comment vont gérer les données dont je suis responsable de la sécurité. Tout ce qui est, on en a parlé aussi également un petit peu, tout ce qui est législation. Sur un groupe de la musique, des autres. Donc comment je mets tout ça en musique avec des services là qui se veulent par définition internationaux. Et donc tout ça, en fait, on a eu effectivement 3 facteurs qui ont fait qu'on a pu s'intéresser à la question et pousser un peu la réflexion. Le premier était le métier, comme je l'ai dit. Le second, c'était la volonté effectivement du DSI, Guillaume Legard, qui travaillé il y a à peu près 2 ans, qui voulait proposer une expérience utilisateur identique, comme pour reprendre ces mots, de Santiago du Chili à Shanghai. Donc là, forcément, les services cloud commencent à devenir très intéressants, puisqu'on avait une IT un peu vieillissante et surtout très morcelée entre les différentes BU. De par l'histoire du groupe, je ne vais pas la refaire aujourd'hui, mais voilà, fusion, acquisition, etc. Donc évidemment beaucoup de services IT différents et des pratiques différentes. Et puis aussi un levier qui a été très fort dans l'adoption du cloud, qui a été le digital, avec là une volonté d'Isabelle Kocher, donc notre Yves Le Gélard et mon big boss, Isabelle Kocher, mon big boss, évidemment, qui nous a directement demandé de lancer la transformation digitale du groupe. Et là-dessus, on est parti sans même se poser la question d'ailleurs, directement sur les services cloud. Pourquoi ? Parce que globalement, on a aussi réussi à convaincre les gens que finalement le cloud, alors je reviendrai sur les aspects sécurité un peu après, mais permettait des choses que finalement nous, on ne pouvait pas forcément mettre en place en maîtrisant l'ensemble des infrastructures, des choses évidemment beaucoup moins chères que ce qu'on pouvait proposer nous en partie locale, plus agile, et ça c'était le point d'orgue, je crois, de l'agilité principalement pour le métier notamment, tout en proposant quand même, parce que d'un point de vue sécurité on a évidemment regardé ça près, des choses qui finalement ne sont pas si effrayantes que ça. Avec un certain nombre de mesures de sécurité qui sont déjà mises en place au niveau des services des cloud providers. Il y avait encore une fois les aspects légaux qui ont été particulièrement regardés, puisque finalement, lorsqu'on a commencé à regarder un peu des analyses de risque un peu précises sur certains fournisseurs cloud, finalement ce qu'on a ressorti, c'est qu'on avait globalement les mêmes risques que sur une infrastructure interne, sauf qu'on avait moins de contrôle, c'est évident, sur les solutions mises en œuvre. Par contre, effectivement, les principaux risques qui ressortaient, finalement, c'était plus des risques légaux sur la localisation des données, etc., qui sont un peu plus réglés maintenant. Là, je parle des réflexions qui ont lieu il y a 4-5 ans maintenant. Donc voilà, donc, globalement, on s'est dit sur vraiment les risques de sécurité informatique, il y a des moyens de les traiter, ils ne sont pas différents finalement de ceux qu'on pourrait en avoir en interne. Après, c'est comment les traiter un peu différemment, puisque là, on n'aura pas forcément le contrôle des solutions qui vont être mises en œuvre. Donc c'est un peu tout ce qui a été présenté, c'est-à-dire effectivement vérifier un peu les audits qui ont pu être faits. Nous chez Engie évidemment on est plutôt friands des gros cloud providers, donc qui permettent peut-être aussi, je ne sais pas si c'est une bonne raison, mais qui permettent aussi de se dire bon, il y a certainement peut-être un petit peu plus de regard de la sécurité de ce côté-là, parce qu'il y a des enjeux peut-être un peu plus forts pour eux.
Aujourd'hui, on travaille principalement avec Amazon Web Services et Azure. On a un contrat groupe qui est en cours avec AWS et un autre qui va être aussi signé avec Microsoft. Donc voilà, on privilégie effectivement ce type d'acteurs chez nous. Donc globalement, voilà, les analyses de risque qu'on a pu mener, finalement, ont réussi à convaincre les gens que non seulement le cloud n'était pas forcément plus risqué, mais je dirais que sur certains aspects, permettait de faire les choses peut-être mieux que ce qu'on pouvait faire nous-mêmes. Il y a certains précarés qui sont restés chez nous, malgré tout. Notamment tout ce qui est gestion des identités, où là on a eu une volonté de ne pas confier la gestion des identités aux service providers. Déjà parce qu'on se disait que ça allait être compliqué, puisqu'on est quand même multi-provider, de se dire bon, il va y avoir des identités qui vont se balader un peu partout en fonction du service auquel on va souscrire. Donc on a souscrit à un service cloud, Okta, mais qui, pour le coup, centralise l'ensemble de nos identités et fait vraiment office de fédérateur d'identité pour tous les services cloud du groupe. Et c'est une solution dont on est tellement satisfait aujourd'hui qu'on commence même à y réfléchir pour faire de la gestion d'identité en interne et remplacer nos systèmes un peu vieillissants de gestion d'identité actuelle. Donc voilà, ça c'est un précaré qu'on a voulu garder entre guillemets, ou en tout cas pas mettre nos œufs dans le même panier, parce que quand je dis garder, ça reste quand même un service cloud. Et puis il y a aussi quelque chose qui nous est sauté assez rapidement aux yeux, c'était de se dire on a peut-être moins de contrôle effectivement sur ce qu'on peut mettre en place. Du coup, il va falloir qu'on regarde plus a posteriori ce qui est fait. Et c'est quelque chose qui n'était pas très développé chez nous. C'est là où on a commencé à renforcer tout ce qui était supervision. Ça a été à l'origine notamment de la création de notre GSOC, notre SOC groupe, qui aujourd'hui est connecté, intégré à toutes les plateformes cloud utilisées par le groupe, pour récupérer l'ensemble de logs et faire du traitement, de l'analyse, tout ce qu'on peut faire évidemment qu'on aurait pu faire en interne et qu'on faisait finalement assez peu parce que globalement en interne on faisait plus confiance et que là naturellement on va faire un petit peu plus précisément parce que globalement c'est à peu près le seul niveau de maîtrise réel qu'on peut avoir sur la sécurité du cloud. Alors j'exagère évidemment, mais en tout cas c'est un niveau de service qui nous semblait très important de développer pour compenser un peu le manque de maîtrise qu'on pouvait avoir sur les moyens à fortiori. Voilà, après, encore une fois, vraiment, ça a été la population IT qui a été la plus compliquée. Il y a encore des réticences aujourd'hui qui se justifient. Le cloud, c'est pas non plus la panacée d'un point de vue sécurité, évidemment. Typiquement, je parlais de législation tout à l'heure. On a chez nous des activités liées à la LPM, évidemment. On a des activités nucléaires en Belgique, qui sont des domaines très sensibles. Je sors d'une réunion avant de venir vous rejoindre avec justement nos amis belges. Décision a été prise d'accepter la migration dans Office 365 qui est en cours sur l'ensemble du groupe, mais de garder quand même notamment du SharePoint on-premise, des serveurs de fichiers on-premise, pour tout ce qui est du domaine purement nucléaire, pour être déjà en accord avec la législation, et parce qu'on estime qu'il y a peut-être effectivement là quelque chose de très critique qu'on ne pourra pas protéger suffisamment, ou sur lequel on n'est pas prêt à faire confiance à des entreprises comme Microsoft concernant la sécurité de ces données-là. On va pouvoir parler des priorités justement un petit peu plus tard. Merci beaucoup, M. Cuvillier. Monsieur Loureiro, quelle est votre position sur le sujet Passez bien le micro entre vous. Il y en a un déjà. Normalement. C'est pour le micro en ligne. C'est pas pour le micro. Ouais. Ok. Donc bonsoir, je suis Serge Loureiro, le CEO et cofondateur de Seclud IT. Donc effectivement, comme Jérôme a dit, l'IT, souvent c'est un frein, même l'équipe sécurité, on comprend parce que tout est nouveau. Et quand on a démarré en 2011, une des premières choses qu'on a fait, c'est, Amazon est là, il y a 10 000 machines virtuelles publiquement disponibles, on va jeter un coup d'œil. Donc on a lancé les 10 000, on a fait un rapport, d'ailleurs on a communiqué avec les équipes d'Amazon Web Services sur toutes les vulnérabilités qu'on a trouvées. Donc pour donner seulement un chiffre, dans 22% de ces machines, on a trouvé des données sensibles, souvent des clés d'API, des clés SSH. Et donc une fois qu'Amazon a fait son ménage, on a publié les résultats. Et ça aussi pour dire que, c'est comme avant, si on allait regarder dans un plan d'image qu'on partage tous en interne et que des fois on disponibilise à l'extérieur, on va trouver aussi
des vulnérabilités. Mais d'autre côté, on peut mettre en place des outils de façon complètement automatisée qui vont contrôler cela en continu avec du moindre coût, parce qu'on va utiliser des ressources qui sont payées à la demande, qui sont toujours disponibles et qui ne sont pas très chères. Un autre point important dont Jérôme a parlé, c'est effectivement en 2011, on n'avait pas de log chez Amazon Web Services, donc sans visibilité, sans contrôle, c'était compliqué. Et d'ailleurs, nous, première version, on faisait du polling d'API pour créer nos propres logs, pour, par exemple, détecter des changements au niveau de l'infrastructure. Et aujourd'hui, on a des super logs que d'ailleurs on peut traiter, on peut regarder dedans, et donc on peut vraiment faire un suivi sans passer par des workarounds comme on faisait avant. Donc, en résumé, il y a des outils. Les cloud providers, effectivement, ont beaucoup investi dans la sécurité. Et c'est vrai que même dans des grands groupes, mettent à disposition des outils fantastiques pour surveiller, pour assurer la sécurité en continu aussi. Et après, il y a des autres outils complémentaires quand vous êtes un grand groupe, quand vous êtes sujet au GDPR, à des autres politiques de sécurité beaucoup plus difficiles à mettre en place pour couvrir cette partie-là. Jean-Marc. Donc bonsoir. Moi je vais pas parler au nom de mon rôle chez Devoteam, mais plutôt ce que je suis en train de faire chez un client qui est très très comparable à la société de ce Cuvillier. En fait, ce que je vais rajouter, c'est mon client, il a vécu, il est en train de vivre avec un tout petit peu de retard, parce qu'ils ont commencé un petit peu plus tardivement que vous, exactement la même chose. Par contre, il y a un point sur lequel on n'a pas encore discuté, c'est les aspects contractuels, qui sont extrêmement importants et qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on parle de cloud, puisque par défaut, lorsqu'on va commencer à discuter avec M. Microsoft ou M. Amazon, il va vous proposer un contrat qui est extrêmement favorable pour lui et très très peu favorable pour le client. Donc mon client pour lequel je travaille a passé énormément de temps à travailler sur ces aspects contractuels, notamment pour s'assurer que ce qu'il met dans le cloud, dans une infrastructure cloud par exemple, le jour où il a décidé de récupérer son information ou ses données, etc., qu'il puisse le faire et que ça soit contractuellement prévu et qu'il n'y ait pas de petites blagues à ce niveau-là, à ce moment-là. L'autre point aussi auquel je pense que vous avez été aussi confronté, c'est l'aspect international, puisqu'on parle de réglementation, mais il y a des pays qui sont encore plus bizarres que la France, notamment par exemple la Russie, c'est un peu un enfer, mettre des services cloud en Russie. Voilà. Bon, bref, il y a quelques pays comme ça dans le globe qui sont un petit peu particuliers et pour lesquels il faut trouver des solutions qui répondent à la fois à ces réglementations particulières, et notamment lorsqu'on parle de livrer une messagerie avec des informations à caractère personnel, en Russie, il va falloir s'assurer que ça soit d'abord hébergé en Russie avant que ça parte dans le cloud. Il y a des solutions pour ça, mais c'est des choses qui sont importantes et pas forcément connues de tout le monde. L'autre point, ce que dit mon client, ils ont exactement la même démarche Cloud First. Et en fait, dans cette démarche-là, ce que dit le RSSI Group, c'est que à partir du moment où les risques sont maîtrisés, il n'y a aucun problème pour aller dans le cloud. Donc ça a changé un petit peu par rapport à ce que son prédécesseur pouvait tenir comme discours. Et donc, ces aspects analyse de risque qui sont capitales,
qui est capital pour assurer qu'on va dans le cloud sans problème. Alors, quand on parle d'analyse de risque, du coup, quand je revois, si vous revenez un petit peu rebobiner la présentation à ce que présentait tout à l'heure Pascal, avec des choses un petit peu rigolotes comme le serverless ou voilà, pour ceux qui ont assisté à une présentation il y a quelques semaines sur comment on traite la sécurité dans ce genre d'environnement, c'est compliqué. Et je pense que quand les gens qui ont peut-être assisté à cette presse s'en souviennent encore, quand j'ai dit un petit peu sur le ton de la rigolade, mais comment on fait une analyse de risque sur une application qui est serverless, il y a quelques-uns qui ont commencé à avoir la sueur du front et se dire mince, ça va être compliqué. Donc ces nouveaux usages, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clients qui maîtrisent, et comme disait Pascal très bien, c'est que ça va très vite. Et donc ces nouveaux usages, il va falloir les maîtriser, et ça va être les enjeux des prochains mois. J'imagine que chez vous c'est la même chose. Je pense que c'est à peu près la même chose chez tous nos clients. Quand on parle à un RSSI d'infrastructure as code, lui ça ne lui parle pas. Voilà, comment je fais pour gérer la sécurité de ce truc-là? Je ne sais pas. Voilà. Donc c'est des choses qui c'est bien parce que la sécurité c'est un super domaine. À chaque fois qu'il y a des nouveautés, des nouvelles techno, ça nous occupe. Voilà. Donc, ça va être assez génial. Voilà. Donc pour moi, pour résumer, je pense qu'à partir du moment où on maîtrisera les risques, il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. Et pour revenir au petit exemple à ce que vous disiez tout à l'heure sur la migration d'Office 365, c'est vrai qu'il y a quelques populations où c'est un petit peu touchy de mettre leur messagerie dans ce genre d'infra. Et chez mon client, en fait, lui, il a peur vraiment des réglementations de certains pays qui imposent aux fournisseurs de faire des choses sans forcément prévenir les clients. Je sais pas, un truc comme Patriot Act, par exemple. Voilà. Pour endémique. Voilà. Et ça, c'est vraiment la grosse crainte. Après, il n'y a pas de secret dans ce genre enfin, pour contrôler ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est soit garder les choses dans le legacy, soit vraiment trouver des solutions, et il commence à y en avoir quelques-unes qui apparaissent sur le marché pour protéger ces données, les chiffrer, maîtriser le chiffrement, maîtriser l'hébergement de ces données, même chiffrées, enfin voilà. Il y a des solutions alternatives, enfin pas forcément alternatives, complémentaires à ces grands fournisseurs de cloud. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter pour compléter les propos de mes prédécesseurs. On voit très clairement qu'il y a beaucoup de priorités à gérer, en tout cas à prendre en considération, que ce soit les aspects réglementaires, les besoins des clients, internes ou externes, les priorités, enfin les exigences, l'urgence pour les métiers. Comment vous abordez justement cette question de la gestion des différentes priorités face au cloud et aux aspects liés à la sécurité? Alors, je vais dire un peu grossièrement, chez nous, en fait, la première priorité, c'était vraiment, encore une fois, cette volonté de partager une expérience utilisateur identique à tous, et donc de revoir fondamentalement nos infrastructures informatiques qui ne permettaient absolument pas ça. Donc c'est vraiment l'expérience utilisateur qui a été vue en premier. Et après sont venues quand même les questions, avant la mise en production, heureusement, sont venues les questions de, oui, alors du coup, quand même, au niveau de la sécurité, ça a été, je pense, la seconde priorité, c'était vraiment, au niveau de la sécurité, quand même, bon, c'est du cloud, est-ce qu'on peut tout se permettre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer les craintes qu'on pouvait avoir à l'époque, hein. Et puis après, ça a été effectivement, comme je disais aussi, on en parlait, de convaincre les gens que finalement le cloud, sur la sécurité, on pouvait faire un certain nombre de choses, que sur le côté opérationnel IT, il y avait des choses qui étaient même certainement mieux faites que ce qu'on pouvait nous, à l'époque, proposer chez Engie avec nos services informatiques. On parlait vulnerability management, mais par exemple sur la sécurité, il y a un point aussi sur lequel le cloud permet quand même beaucoup de choses de façon certainement plus simple qu'une informatique locale, c'est le patch management. Ça, c'est quand même quelque chose aussi sur lequel le cloud est certainement plus réactif.
enfin je ne sais pas si c'est partout dans toutes les entreprises de la même façon, mais chez nous, le patch management, c'est un vrai sujet, très compliqué. Donc le cloud, pour le coup, ça nous facilite la vie plus qu'autre chose. Donc voilà, il y a cette volonté de regarder la sécurité qui est venue certainement en second, et effectivement, très peu de temps après, les aspects légaux. Sur la localisation des données, sur les différentes législations effectivement qu'on pouvait rencontrer dans les différents pays dans lesquels NJ est présent, et de voir un peu comment on pouvait mettre tout ça en musique. Mais vraiment, la première priorité qui a fait qu'on a choisi de partir dans le cloud, c'était vraiment de se dire il faut qu'un utilisateur NJ puisse travailler de la même façon où qu'il soit dans le groupe, et avec les mêmes applications, avec la même facilité, et avec le même niveau de sécurité aussi. Donc, moi, je vais prendre la perspective de quelqu'un qui voulait surveiller qu'est-ce qui se passe, donc du point de vue opérationnel, ou si vous voulez, du point de vue Security Operations Center. Effectivement, je ne suis pas un grand fan de Gartner, mais pour ça, je vous conseille, je vais faire un peu de publicité. Il y a une bonne étude l'année dernière qui s'appelle Cloud Workload Protection Platforms, où, du point de vue opérationnel, où ils ont prioritisé par rapport aux différentes briques. On a parlé de Vulnerability Management, mais dans le cloud où on a une API, on a beaucoup de configuration des utilisateurs, des rôles YAM chez Amazon Web Services, qu'on a des firewalls qui sont configurables par API également. Il faut surveiller cette configuration. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on fait petit à petit. Et après, ça vient l'analyse de log, bien sûr, tout ce qui est traçabilité, tout ce qui est modification dans les configurations, soit des utilisateurs, soit des infrastructures. Si on lance 20 nouveaux serveurs au milieu de la nuit, peut-être que c'est une opération qui n'est pas bienveillante. Et après, on peut aller beaucoup au-delà. Et Jean-Marc parlait de serverless. Typiquement, c'est sympa d'avoir un antivirus avec un agent, mais dans un service serverless, c'est un peu difficile de l'installer. Donc, c'est vrai que effectivement, on a besoin de trouver de nouvelles façons de faire des choses que tout le monde faisait avant sans beaucoup de difficultés. Je vais juste revenir là sur ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est finalement les anciennes politiques de sécurité, les règles et tout ça, n'avaient pas du tout imaginé qu'une grosse partie de l'IT partirait dans le cloud. Et donc je pense que tous les clients sont en train de, ou viennent de le faire ou vont le faire bientôt, renouveler, donc vraiment faire un gros nettoyage sur leur règlement, leurs règles de sécurité. Et chez les clients pour lesquels je travaille, on a aussi réfléchi sur finalement qu'est-ce que va être la prochaine architecture sécurité dans un SI étendu. La conclusion de cette étude, c'est que premièrement, on va vraiment se remettre au niveau de l'utilisateur. Et finalement, demain, l'utilisateur sera plus dans le SI de l'entreprise, il sera à côté du SI de l'entreprise et pour être considéré de la même façon, quel que soit, qu'il soit dans les locaux de l'entreprise ou dehors. Donc il faut vraiment, dans le modèle de sécurité, que l'utilisateur, on le sorte du SI et que le SI devienne une partie legacy, une partie cloud, que ça soit géré de la même façon, ce qui va permettre finalement d'unifier la façon dont les utilisateurs vont accéder aux applications qui vont rester quand même à l'intérieur du SI, avec aujourd'hui sont imaginées des solutions type portail, des choses comme ça, qui vont pouvoir finalement améliorer la user experience, qui est quelque chose de très important quand même, quel que soit le device, quelle que soit la position, quel que soit le réseau utilisé et l'infrastructure sur lequel le client est connecté, et pouvoir adapter évidemment la posture de sécurité en fonction de je suis dans un hôtel, je suis chez moi, je suis dans les locaux de l'entreprise, sur un mobile, une tablette, un PC, etc. etc. Voilà.
Donc ça c'est intéressant de faire ce travail-là. Et en fait, du coup, ramener ça à l'utilisateur, ça montre que tous les outils IAM que beaucoup de clients avaient du mal à déployer à large échelle et à unifier partout, y compris pour le Shadow IT, parce que finalement le Shadow IT il existe depuis longtemps. La base Excel sur PC qui tourne dans le bureau, pour moi c'est du Shadow IT. Voilà. Finalement ça va pousser en offrant, dès lors que la DSI offre et facilite l'accès au cloud et que ça devient moins cher, que ça devient plus facile, que ça devient plus efficace, plus résilient, etc., ça va pousser à ce que ce Shadow IT se remette dans le droit chemin et que derrière on gère mieux les utilisateurs internes de l'entreprise, les prestataires, les partenaires de l'entreprise, voire même certains clients pour certains cas d'usage. Et que tout ça soit mieux géré, mieux unifié. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez d'Octa. Ce genre de solution permet ça, parce que ça permet des gains d'efficacité, des gains de coût. Le coût de l'identité, c'est quand même quelque chose d'important. Ça devient possible. Sans oublier les mécanismes d'authentification, bien évidemment. Donc, dès lors qu'on a à la fois une meilleure gestion des utilisateurs, une meilleure gestion de la façon dont ils vont s'authentifier auprès des ressources du SI, qu'elles soient dans le cloud ou en interne, et dès lors qu'on surveille efficacement avec des outils comme le vôtre ou avec toute la panoplie d'outils qu'on peut imaginer, finalement, les risques d'aller dans le cloud, ils sont maîtrisés. Et si besoin, on rajoute les petites couches de chiffrement pour là où il y en a besoin, mais globalement, on a aujourd'hui les moyens de maîtriser et donc d'avoir la confiance dans le cloud. On l'a évoqué à plusieurs reprises, il y a évidemment les questions concernant la conformité vis-à-vis des réglementations, vis-à-vis aussi de la PSSI, politique de sécurité du système d'information de l'entreprise. Selon vous, quels sont les outils, les procédures qu'il faut mettre en application, qu'il faut utiliser pour réaliser cette vérification de conformité? Alors ça, pour le coup, c'est un des points sur lesquels on est beaucoup en train de réfléchir en ce moment. Je dirais qu'on n'a pas de solution encore toute faite. J'en parlais, on a effectivement par exemple cette législation particulière sur le nucléaire en Belgique, on a la LPM en France, on a beaucoup de contextes réglementaires particuliers, on a d'ailleurs une activité régulée, avec un SI qui est séparé maintenant sur la partie régulée, donc ça nous simplifie un peu les choses de ce côté-là. On a aujourd'hui un contrôle interne qui est assez puissant. Donc on a déjà ce moyen-là. Nous, on a intégré l'ensemble de nos contrôles sécurité, par exemple, donc cloud et pas cloud d'ailleurs, finalement ça change assez peu les choses, au niveau du contrôle interne, pour que le contrôle interne, qui a certainement plus de poids que nous directement, puisse aller vérifier, accompagné de l'audit en général, auprès des BU si nos règles sont bien mises en place. Règles de sécurité, mais pas uniquement, mais nous, ça a été un gros levier pour permettre de vérifier un certain nombre de choses sur l'application de la politique de sécurité. Sur tout ce qui est réglementation, sur la privacy, on a été un peu en avance peut-être sur un certain nombre de grands groupes, par le fait qu'on a mis en place un poste de DPO, de Data Privacy Officer, très tôt. Il y a 5-6 ans déjà, on avait déjà le DPO qui recommençait à réfléchir à ce qu'était l'embryon du GDPR et comment on allait pouvoir l'appliquer. Malheureusement, on a perdu un petit peu cette avance depuis. Ça, c'est un sujet un peu particulier. Et on a un gros problème de responsabilité entre qui doit avoir ce sujet, le juridique ou l'IT. Je pense que beaucoup de grands comptes, de petites entreprises connaissent ce sujet. Et pour l'instant, on n'en est pas encore à savoir comment on va vérifier cette conformité-là. Après, par rapport au pur service cloud, on va dire, par contre, on a déjà commencé la vérification de la conformité de nos partenaires cloud. Qui, pour le coup, se montre assez réactif en général. Et on propose déjà aujourd'hui des réponses à toutes ces questions en publiant effectivement un certain nombre d'audits ou autres qu'ils ont pu faire pour prouver qu'effectivement ils sont déjà en conformité avec à minima un certain nombre de principes du GDPR. Ils le vendent. Et ils le vendent.
donc là-dessus, c'est quelque chose qu'on a déjà vérifié, notamment, j'en parlais tout à l'heure, avec Microsoft et Amazon Web Services, et aussi ceux qui nous accompagnent sur Edge Digital, puisqu'on a plusieurs service providers sur Edge Digital en fonction de la technologie qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vérifier assez facilement. Maintenant, sur notre propre conformité au GDPR par rapport aux usages qu'on peut faire du cloud, là, il y a encore un petit peu de travail de notre côté. Vous avez encore un petit peu de temps. Oui. Quelques mois. Bon. Encore une fois, je vais parler plutôt de technologie. Hein. Et effectivement, comme Jérôme a dit, il y a tout l'aspect juridique et souvent pour la compliance, c'est beaucoup un métier organisationnel, de droit, de gestion d'utilisateurs. Côté technologique et côté opérationnel, je pense qu'il y a seulement un nouveau mot d'ordre dans le cloud qui est l'automatisation. Enlever tout ce qui est processus manuel, d'ajout d'utilisateurs, d'enlever des utilisateurs. Et c'est vrai que des plateformes et des migrations vers Okta ou une autre permet de mettre à plat des fois des années et des années de legacy. Un autre exemple très simple, tout le monde a regardé sa configuration firewall la semaine dernière et vous savez très bien qu'il y a quelques règles là que on ne sait pas trop bien pourquoi elles sont trouvées. Et encore une fois, le fait de passer sur des firewalls virtuels où on prend une API et on valide de façon automatisée, continue, ces règles, ça devient beaucoup plus simple. Donc, tout le monde est content, les gens de la sécurité bien sûr, mais aussi les CFO, parce que où on était des processus manuels que des fois prenaient un certain temps, et avec toujours des erreurs manuelles, on peut maintenant utiliser de l'automatisation et l'année prochaine et dans les années à venir aussi de l'intelligence artificielle, par exemple. Ça, c'est un vaste sujet. Non, mais je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter de plus. C'est vrai que c'est un problème qui a des solutions, et je suis vraiment complètement d'accord avec toi, Sergio, sur la partie automatisation, parce que moi, ce que je vois chez beaucoup de clients, c'est que cet aspect conformité, ça coûte cher. Alors, ça coûte cher parce que ça coûte cher en manpower en général, parce que quand on met bout à bout tous les gens de l'IT qui doivent récupérer de l'information, mettre ça dans des tableaux de bord, etc., c'est un véritable cauchemar. Et vu en général, quand même, les SI sont relativement complexes et ont plein d'outils. Alors à chaque fois qu'on vous présente un outil, je suis désolé, c'est génial, le tableau de bord il est super beau, mais alors il va falloir le combiner avec tous les autres outils. Voilà. Et là, c'est le drame. Surtout quand on parle d'un groupe international à l'ampleur de NJ par exemple, où là, les outils ne sont pas tous utilisés de la même façon dans tous les pays, etc. Et donc, le mot d'ordre, certes, c'est la conformité, mais c'est aussi la vision qu'on a du niveau de sécurité global de l'IT. La conformité, c'est bien parce que c'est obligatoire, etc. Mais quelque part, c'est l'entreprise qui l'intéresse, c'est quand même avoir sa vision de la sécurité la plus valable possible. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est certainement pas l'ajout d'outils les uns derrière les autres, c'est plutôt, je pense, travailler maintenant avec les différents éditeurs, comme c'est plus d'IT, pour que l'interfaçage de tous ces outils se fasse de la façon la plus automatique possible. Avez-vous des questions? Maintenant, vous avez champ libre pour vos questions. Je m'en occupe, Jean-Marc. Ouais. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quand
Quand je vous écoute, alors particulièrement vous, monsieur Cuvillier, et particulièrement toi, Jean-Marc, en tout cas le client que tu représentes, il y a quelque chose que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Vous avez dit une phrase, monsieur Cuvillier, on fait appel aux trois gros, donc alors vous avez limité après Amazon, Google, Amazon, Microsoft, mais on peut élargir à Google, parce qu'on a le sentiment que finalement dans le cloud, et je distingue la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud, qu'il y a un meilleur niveau de sécurité. Ça, c'est une phrase de votre intervention et de toutes nos discussions. Tout le reste des discussions, c'est autour de problématiques de conformité légale et réglementaire, particulièrement liées à la localisation de données. Donc ça, c'est nos propres, j'ai envie de m'inclure dedans, nos propres problématiques légales et réglementaires, auxquelles s'ajoutent les problématiques légales et réglementaires des prestataires de cloud, qui, eux, sont plutôt liés à leur nationalité, que tu as cité, donc le data biotac. J'ai envie de dire, est-ce que finalement, pour se simplifier la vie, ce ne serait pas plus simple que des entreprises françaises fassent appel à des prestataires de cloud français, comme OVH par exemple, ou, alors il faut que je fasse attention à l'acronyme, comme Orange, pour finalement régler tous ces problèmes. Alors je sais que le cloud est censé apporter également un bénéfice de coût qui n'est peut-être pas le même entre un Amazon et un Microsoft qu'avec un OVH ou un Orange. Mais est-ce que ce coût finalement se retrouve pas, et ça m'arrange que vous ayez conclu là-dessus, dans le gain de coût sur les problématiques de conformité? Est-ce que finalement on ne se rajoute pas des bâtons dans les roues en faisant appel à ces gros? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de les faire appel à cette partie? Alors, déjà sur le fait de choisir des gros fournisseurs de services en se disant peut-être que la sécurité est meilleure, c'est une position d'entreprise que je ne partage pas forcément sur tous les aspects. Mais voilà, ça c'est une position d'entreprise. Après, je suis complètement d'accord. On pourrait se dire, effectivement, quitte à appliquer une législation, autant prendre celle dans laquelle on vit au quotidien. Sauf qu'effectivement, chez Engie, la France, c'est qu'une partie du groupe, et qu'il y a des contraintes qui peuvent venir aussi d'autres pays. Il y a des contraintes, par exemple, sur la data privacy qui sont beaucoup plus fortes en Allemagne. Donc les Allemands vont nous dire, non, moi je veux mon cloud allemand. Parce que je sais qu'en Allemagne, il sera plus protégé. On a parlé des Russes. Les Russes vont dire, moi, il est hors de question que mes données circulent ailleurs qu'en Russie. Donc il y a plein de problématiques à prendre en compte. Et globalement, après, ça va être une histoire de voir quel est le meilleur compromis pour tout le monde. Aujourd'hui, il s'avère que le meilleur compromis qui a été trouvé, c'est de se dire, on prend des grands éditeurs. Faire appel aux Américains, ça serait... Oui, américains pour le coup sont américains. Avec les data centers, effectivement, une localisation des données qui est contractuellement en Europe. Donc on garde les données en Europe, mais avec un éditeur effectivement américain. En termes de gestion du risque, finalement, ce qui est apparu, c'est que c'était la solution qui avait été acceptée par le groupe. Pas oublier non plus quand même que sur les réglementations en termes de... On parlait tout à l'heure, par exemple, du fait que des gouvernements pouvaient accéder à des données sans forcément prévenir les clients, simplement en demandant aux fournisseurs de les fournir. Attention, en France, on est loin d'être exemplaire sur ce domaine-là. On est même peut-être plus compliqué que les Américains maintenant. Donc on a eu aussi ce débat sur la loi antiterroriste notamment, etc., qui permettait quand même un certain nombre de choses sans que les gens soient forcément au courant. Donc je pense que chaque pays aurait tendance à dire, moi je préfère que mes données soient chez moi. Bon, le choix qui a été fait par Engie, c'était de dire on va prendre des gros éditeurs et les données seront en Europe. Et on ne pourra pas de toute façon satisfaire tout le monde. Et après au niveau des coûts, pareil, les solutions françaises ne sont pas forcément les moins coûteuses non plus. Oui, ça Moi je vais juste, s'il te plaît, Pascal, je te repasserai le micro si tu veux. Je vais juste faire un constat. C'est juste, il y a un problème de coût, ok, mais c'est aussi l'offre de service. Je veux dire, là il n'y a pas photo. Enfin, il y a des services qui sont offerts par Azure, par Microsoft, par Amazon ou par Google, qui ne sont pas aujourd'hui offerts par un fournisseur français. Parce que bien évidemment, on ne parle pas uniquement que de l'hébergement ou de l'infrastructure as a service. Si c'était que ça, je suis d'accord avec toi. On pourrait, mais le cloud c'est bien plus que ça. Tu parles de quel service? Tu as un exemple en tête? Alors un exemple tout bête. Non, mais un exemple tout bête. Un exemple tout bête. Tu veux acheter un CRM dans le cloud. Le leader du marché, c'est Monsieur Salesforce. Monsieur Salesforce, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de prendre l'offre SaaS qui est hébergée, je ne sais pas où exactement, mais qui est hébergée dans les data centers de Salesforce. Tu ne peux pas le faire héberger en France. Tu
peux pas demander. Salesforce refuse que ça soit hébergé chez un hébergeur français. Il y a d'autres fournisseurs SaaS qui ont fait des accords avec Orange, comme tu disais tout à l'heure, pour résoudre ce problème-là, mais il y a d'autres fournisseurs SaaS qui ne l'autorisent pas. Alors juste pour ajouter un peu de à ton moulin. Dans Salesforce, d'ailleurs, ils ont ouvert avec OBS une offre. C'est récent alors. Oui, c'est récent. D'accord. Non, mais clairement, la priorité du cloud aujourd'hui chez nos clients, c'est plus l'argent, c'est plus le gain financier, c'est le time to market. Et le time to market, avoir l'agilité du service. Azure, c'est 90 services. Et je ne parle pas des combinaisons de services, je parle juste des services purs. Amazon, c'est 150 services. OVH, on va être sur une dizaine de services. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la réglementation, la conformité, ainsi de suite, c'est un enjeu fort. Mais le time to market, c'est l'enjeu le plus fort aujourd'hui des business de nos clients. Et comment on va pouvoir amener de l'agilité sur le développement d'applications, des besoins qui sont en perpétuelle évolution, des clients finaux de nos clients, ça c'est l'enjeu. Et donc du coup, aujourd'hui, les clouds publics américains, malheureusement américains, sont les leaders incontestés. Même un Google aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est numéro 3, qui développe un service incroyable sur le big data, sur le machine learning et ainsi de suite, n'a pas encore le niveau de service adéquat par rapport à Azure et AWS. Donc c'est le problème aujourd'hui, et effectivement, il y a un Numergy, il y a un CloudWatt qui avait lancé ces idées-là il y a 5-6 ans, mais malheureusement, ils n'ont pas transformé l'essai. Et là, on est obligé de passer par là, c'est une obligation. Donc, après, Puis juste par rapport au positionnement d'Engie, quand je parlais effectivement de se positionner sur des gros providers, comme d'ailleurs on le fait sur la plupart de nos fournisseurs, c'est vraiment pour les services offerts à l'ensemble du groupe. Après, chaque BU est libre aussi de partir avec son propre cloud provider pour son application particulière, son infrastructure particulière. Donc il y en a qui travaillent aujourd'hui avec OVH, avec OBS ou autre. D'autres questions ? Non ? Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre présence, votre participation. Immanquablement, il y a encore beaucoup de choses à voir entre les croisements entre le cloud et la sécurité, notamment pour en évoquer uniquement un seul, tous les aspects reprise d'activité. Aujourd'hui, beaucoup d'experts en sécurité considèrent qu'il est très important de continuer à mettre des efforts sur tout ce qui va être en amont, l'analyse des vulnérabilités, les traitements qui vont avec, mais la reprise en cas de sinistre est quelque chose de fondamental. Donc ce sera peut-être le sujet d'une prochaine soirée d'innovation. Merci à tous, et puis à tous les présents, je vous invite à pouvoir participer au buffet.